Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en direct de la Clusa. Nous sommes sur le plateau télé avec mes invités ce matin. Alors vous pouvez comme d'habitude tweeter avec le hashtag SommeDig19 et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi en plateau Delphine Groll, cofondatrice de Nabla. Bonjour Delphine. Bonjour. Pierre Blanc, associé chez Atling et auteur de l'intelligence artificielle expliquée à mon boss aux éditions Kawa. Bonjour Pierre. Bonjour. Julie Munieri qui est social media manager de tourisme à la Clusa où nous nous trouvons bien évidemment. Bonjour Julie. Bonjour. Et enfin à ma droite, Jérôme de Nomazy, cofondateur de Fabric. Bonjour Jérôme. Bonjour Laura Gène, bonjour à tous. Merci infiniment de vous être levé tôt pour être avec moi en plateau aujourd'hui. Alors, on va parler bien évidemment d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en pratique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? On en parle en permanence. Mon micro ne marche pas et ça, ce sont les problématiques du direct. Alors, je change tout de suite. Donc aujourd'hui, le terme d'intelligence artificielle est galvaudé. On l'emploie finalement à toutes les sauces. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Expliquez-le comme à votre nièce de 5 ans ou votre neveu, au choix. Pierre, à vous l'honneur. Bon, j'ai pas de nièce, mais c'est très difficile de donner une définition. Je pense qu'il faut revenir à l'origine en fait du terme qui date de 31 août 55, dans lequel en fait 4 chercheurs avaient invité d'autres chercheurs américains pour définir ce domaine en termes d'intelligence artificielle. Et en fait, ils partaient d'une conjecture qui était la capacité de pouvoir comprendre les mécanismes d'apprentissage et autres formes d'intelligence de l'être humain. Et donc, dans la mesure où on pouvait le faire, à ce moment-là, on pouvait émuler ça dans une machine. Donc, en fait, c'est quelque part l'émulation des fonctions cognitives de l'être humain. Donc c'est comment la machine peut faire ce que fait l'être humain finalement. Quelque part dans la résolution de problèmes, dans des fonctions cognitives. Bon, à la base, c'est quand même de l'informatique, parce que c'était des courants qui étaient juste après la Seconde Guerre mondiale, à la base. Donc, il y avait une question autour de l'informatique. Mais on a toujours essayé, au travers de l'intelligence artificielle, mais enfin, vous compléterez le propos, d'essayer d'émuler des fonctions de compréhension, de conversation, de captation d'informations, de perception et autres. Donc, c'est vraiment de l'émulation des fonctions cognitives ou d'une certaine forme d'intelligence. Alors, c'est un oxymore qui est très puissant parce que il fait beaucoup causer. Je pense qu'on aura l'occasion d'élargir le propos. Delphine, vous avez quelque chose à rajouter? Tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'est l'intelligence artificielle? Oui. Alors, je vais être un peu effrontée. J'emploierai pas du tout le mot d'intelligence, parce que je suis pas sûre que les machines soient dotées d'intelligence, et elles le seront probablement que nous on l'entend jamais. Ouais. Je parlerai plus d'apprentissage. C'est pour ça que dans le milieu ingénieur dans lequel je suis un petit peu toute la journée, on parle plus de machine learning, donc d'apprentissage, apprentissage par la machine. Et donc il y a deux grandes familles, deux grandes branches dans le machine learning. Je vais essayer de l'expliquer comme si je l'expliquais à ma nièce de 5 ans. Donc il y a un apprentissage supervisé, où en fait on apprend à la machine à raisonner à partir d'exemples. Donc on lui dit voici des chats, on lui donne 1 million d'images de chats, et la machine, au bout d'un certain temps d'apprentissage de ces images, est capable de reconnaître ce que sont les chats. Donc ça, c'est l'apprentissage supervisé. Et il y a une autre famille qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, où là la machine va raisonner à partir d'elle-même et de tests et d'erreurs qu'elle va faire elle-même pour parvenir au meilleur résultat. Donc c'est une autre forme d'apprentissage, c'est le deep learning, qui a donné des résultats incroyables. Et en fait, on l'a très bien illustré par ce qui s'est passé avec Go et voilà. Alors en 2 mots, juste ce qui s'est passé avec le jeu du Go. Voilà, c'est donc Google c'est la machine qui a dépassé, qui a gagné. Alors à l'époque, c'était DeepMind, donc ça n'appartenait pas encore à Google, mais c'est donc la machine qui a réussi à battre le champion du monde de Go. Et jeu très difficile déjà de base. Et donc la machine, pendant un certain nombre de mois, même je crois années, s'est entraînée par elle-même et a réalisé des tests et plein d'erreurs pour apprendre par elle-même à dépasser les meilleures combinaisons possibles, et donc à battre le champion du monde. Et donc c'était incroyable. Et je vous invite d'ailleurs à regarder l'incroyable documentaire. Je n'ai pas le droit de parler de plateforme, mais il est sur Netflix quand même, disclaimer. Si on peut, ça va. Sur ça, c'est extraordinaire. Et en fait, ça rend accessible ce sujet de l'apprentissage par renforcement à tout le monde. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Et je crois d'ailleurs que j'ai pas vu le documentaire, mais de ce qu'on m'a dit, la machine à un moment donné, les hommes se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait n'importe quoi. Exactement. Et en fait, c'était de la créativité presque. Tout à fait. Et un cerveau humain n'aurait pas pu se dire c'est comme ça qu'il faut la jouer, quoi. Ah, mais le champion du monde pensait qu'il allait gagner tellement. Est-ce que les machines sont créatives ou capables d'être créatives du coup? En tout cas, elles ouvrent des potentialités.
que parfois l'humain n'aurait pas imaginé. Parce que cause c'est de de la biais. puissance de calcul qui, là, dépasse le cerveau humain. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est intelligent, hein. L'intelligence, ça a beaucoup d'autres capacités que seulement de la puissance de calcul. Sinon, on serait très très pauvre sur cette planète. Et donc oui, c'est le moment dans le documentaire où on se dit, bon, ben en fait, elle va perdre. Non, c'est complètement stupide ce qu'elle fait. Et en fait, elle rebat les cartes complètement du jeu. Et c'est pour ça que ce documentaire est dingue, parce qu'en fait, il y a beaucoup de suspense et tout dans le scénario. Alors pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle, alors du coup je sais pas comment il faut dire, le machine learning. Le machine learning. Moi, Alors pourquoi est-ce que parlerais le plus de machine learning est sur toutes les lèvres, toutes les entreprises commencent à s'y intéresser, voire à s'y mettre. Et est-ce que en fait quand les entreprises parlent de machine learning, elles s'y mettent vraiment ou pas? Jérôme. Alors je dirais pourquoi c'est maintenant, parce qu'en fait c'est assez vieux, hein. Tu parlais de 1955, en fait c'est de la mathématique. Hein, c'est principalement comment on arrive à fabriquer des algorithmes, mais pour ça il faut deux choses. Il faut de la puissance de calcul, donc la fabrication, cet apprentissage demande énormément de puissance de calcul, et il faut beaucoup de données. Et on arrive à un moment aujourd'hui où la puissance de calcul et la quantité de données disponibles arrive à un niveau exceptionnel, et ça croît toujours de plus en plus. Et donc aujourd'hui c'est très facile pour n'importe quelle entreprise, d'utiliser ces technologies, si elle a des données, d'accord, de pouvoir essayer en tout cas de les manipuler et de créer ces algorithmes. Donc aujourd'hui ça foisonne d'un peu partout parce que justement il y a cet accès et ces données. Donc on a des grosses entreprises qui investissent beaucoup, des startups qui se montent dans le domaine. Voilà, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. C'est ça simplement. La technologie en elle-même n'est pas forcément complexe ou chère, mais ça demande beaucoup d'efforts et de travail sur ces données pour trouver aussi les bons algorithmes qui vont. Donc les données sont indispensables pour nourrir, si je puis dire. Je pense qu'il y a un sujet, c'est que l'IA, tout le monde en fait. Et tout le monde en a fait, ça a commencé par des systèmes experts et autres. Les établissements comme les banques, par exemple, ont été les précurseurs en matière de systèmes experts. Maintenant, c'est quelque chose qui se diffuse dans le grand public. Donc nécessairement, on est avec des applications qui peuvent nous concerner plus directement. Quand on parle de reconnaissance d'image, par exemple, ou de reconnaissance de texte, on en parlait tout à l'heure, nécessairement, on est tous concernés par les avancées de l'IA. Jusque dans les années, on va dire 90-2000, c'était encore des sujets qui étaient dans des labos de recherche très avancés. Mais maintenant, on a des applications concrètes. Je pense qu'à la CLUSA, probablement, il doit y avoir des choses très, très concrètes sur ces sujets-là. Donc, on est tous concernés parce qu'on les manipule maintenant avec les smartphones et autres. Julie. Concret, parce que moi je me situe plutôt du côté de la nièce de 5 ans. Nous on a développé du coup avec Jérôme un chatbot. Donc on a utilisé toutes les conversations qui existaient auparavant pour entraîner le petit robot. Moi j'appelle ça un petit robot finalement, pour apporter des réponses à nos clients. Nous c'est très utile, notamment le week-end. Application très pratique, voilà. Très concrète. Alors elle est connectée directement sur Facebook, ce qui permet aux gens de pouvoir avoir des réponses même le soir à 23h, à 3h du matin. C'est là qu'est l'audience, voilà, donc c'est là que naturellement les gens vont. Et que moi, je suis aussi en off chez moi, donc j'ai pas toujours la possibilité de répondre aux clients et même les informations disponibles. Donc ça a vraiment une utilité pour apporter une réponse à nos clients. Et ça demande encore un petit peu d'entraînement parce que le chatbot n'a pas les réponses à toutes les questions. Mais il permet déjà d'avoir des réponses sur l'enneigement, la météo, des questions très pratiques. Alors, on dit souvent que l'intelligence artificielle pourrait détruire des emplois, et donc je vous citais tout à l'heure, et je le dis devant les gens qui nous regardent, Coin, qui est l'intelligence artificielle de JP Morgan, qui est spécialisée sur les arbitrages financiers, qui fait en 1 seconde ce qu'un avocat fait en 360 000 heures. Donc, quand on entend ça, ça fait un peu froid dans le dos. On se dit, mais alors en fait, on va servir à quoi dans quelques années? Est-ce que ça va être destructeur d'emplois, l'intelligence artificielle ou le machine learning? Alors, oui. Je pense qu'il faut arrêter, il faut pas se cacher les yeux, mais comme toute innovation, l'innovation a en permanence détruit et fabriqué des emplois. Je pense que ça, c'est pas nouveau. Le challenge, il est plus sur deux aspects, sur le fait qu'on va travailler, on va impacter des métiers avec beaucoup des gens très formés, très qualifiés.
Hein, l'IA est très bonne quand c'est très spécialisé. Hein, les radiologues, etc. Il y a vraiment des métiers mais très spécialisés avec des gens qui ont énormément de diplômes. Donc ça change un peu de l'innovation, de l'automatisation qu'on a pu voir dans l'industrie en général. Et puis ça évite les erreurs humaines aussi, hein, pour tout ce qui est médical, non ? Ça peut. Et puis le deuxième impact sur les emplois, je pense, c'est aussi la vitesse du changement. Ça change beaucoup plus vite. Donc avant, quand l'électricité est arrivée, finalement, on a eu une génération pour adapter la société. Aujourd'hui, c'est quelques années. Donc c'est là où il va falloir évoluer. Ce qui peut générer beaucoup de peur, parce qu'en fait, on a à peine le temps de comprendre ce que c'est, de s'habituer, que c'est déjà en train de bouger. Pascal. Oui, sur l'IA et l'impact en termes d'emploi, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, hein, on en a entendu même hier sur 85%, 50% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui, sur le fait que par exemple 50% des effectifs ou en tous les cas des métiers sont menacés par l'automatisation. Enfin aujourd'hui, ces chiffres-là, il faut les prendre avec beaucoup de recul. Nous, on a fait des études dans le secteur bancaire, donc on a regardé comment un conseiller bancaire en fait pouvait être impacté par ces outils à base d'IA, et on a décomposé en fait le métier bancaire en tâches. En fait, toutes les tâches sont impactées. La question, c'est une transformation ou un déplacement entre on va dire, l'homme et la machine. Donc c'est une question de dosage. Mais je voudrais revenir sur un sujet, c'est que l'IA ne s'auto-saisit pas toute seule. C'est une décision d'un manager, c'est une décision d'une entreprise de positionner les outils. Donc on a le sentiment que l'IA va détruire, mais l'IA ne fait rien. C'est qu'un objet, voilà. C'est quelque part une volonté politique. Donc la question que l'on a aujourd'hui, c'est de se poser qu'est-ce qu'on va faire de ces outils avec la puissance que l'on a et qu'on n'avait pas à un certain moment, qui permettent de déployer ces outils sur des sujets très intéressants. Dans le conseiller bancaire, on voit qu'on peut à la fois prendre une partie de son boulot, quelque part, donc il y a un déplacement vers la machine, parce qu'il y a des choses sur lesquelles la puissance de calcul fait qu'elle sera plus efficace, mais il y a aussi une capacité à redonner une forme de liberté et de temps commercial supérieur, parce que quand vous avez des conseillers bancaires qui ont des portefeuilles de 1000 à 3000 clients, ils n'ont pas la capacité de pouvoir s'occuper de tous leurs clients. Donc il y a un équilibre, et cette question, elle est fondamentale. Par contre, je pense qu'on n'a pas encore la réponse précisément, et on apprend en marchant là-dessus, c'est le cas de le dire. Delphine ? Il y a deux choses que j'aimerais dire là-dessus. La première, c'est que l'IA, il faut toujours la concevoir en complémentarité de l'humain. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'assister, d'aider. On dit augmenter, je déteste ce mot parce que ça ne veut rien dire. Mais je suis bien d'accord. Voilà, ça renforce, ça décuple les potentialités humaines, ça les délaisse aussi des tâches un peu répétitives que personne ne veut faire, parce qu'il y a des boulots, les call centers, c'est horrible. Et donc en fait, avec de l'IA, on peut permettre par exemple à un conseiller clientèle ou à un concierge de se spécialiser sur des requêtes beaucoup plus complexes, qui demandent un niveau de personnalisation avec le client et remplir... et délaisser les tâches des choses, qui emmerdent tout le monde, voilà, finalement. Exactement. Et donc il y a une augmentation du bien-être général au travail, par exemple, sur ce sujet, mais je pourrais citer plein d'autres exemples. Et l'autre sujet aussi qui est un peu lié à cette question de est-ce que ça va détruire des emplois ou pas, c'est est-ce que en fait ça va augmenter la richesse globale de la société aujourd'hui. Comme toute révolution technologique, donc je pense à Internet, hein, il y a 15-18 ans, ce qu'on fait aujourd'hui, avoir un plateau, que ça soit connecté aux réseaux sociaux, parler dans un micro, qui ait une très bonne qualité de son, etc. En fait, c'était inconcevable il y a 20 ans. Et donc, on ne s'est pas demandé, Internet arrive, ça va détruire des métiers. Non, en fait, ça augmente le bien-être général, la richesse générale, la façon dont communiquent les gens. Et donc, c'est ça la vraie question. Bien sûr, il va y avoir une période de transition, mais ça va créer des métiers dont on n'a pas idée aujourd'hui, et dans 30 ans, on se dira... C'est ce que disait Jérôme, il va y avoir de la destruction, mais aussi de la création. On sera les dinosaures des années 2000, quoi. Donc, et ça, c'est la vraie question. Nos enfants, après, une régulation, des règles, bien sûr, ça, il faudra que ça soit mis en place. Mais la vraie question, c'est, et j'en suis convaincue, ça va augmenter la richesse globale des sociétés à venir. Alors justement, ça m'amène au point d'après, qui est l'éthique, entre guillemets, de l'IA. En fait, l'intelligence artificielle, ça fait beaucoup fantasmer. On le voit justement sur Netflix, pour reprendre la plateforme qu'on ne peut pas citer, où il y a donc tout un tas de séries, Netflix ou ailleurs d'ailleurs, hein, sur l'intelligence artificielle ou qui en traitent en partie, comme Black Mirror, et qui interrogent
c'est Non, mais ça, c'est l'enfer. Black Mirror, c'est tout ce qui véhicule, un peu comme Robocop, en fait. Les fantasmes qu'il y a autour de l'IA. Et qui crée une Jamais il y aura anxiété. Robocop dans la rue qui sera... Je crois pas du tout au sujet de à la problématique de la singularité. La singularité, c'est le robot va dépasser l'humain. Bien sûr que non. Derrière, c'est des datas, des hommes des ingénieurs. Alors ça, c'est effectivement sans partir dans de la science-fiction. Ouais. Et là, on est dans la science-fiction avec Black Mirror. Bien sûr, mais alors tant mieux que ça malgré existe tout, parce que c'est ce qui va faire que va Ça émerger une régulation et la déontologie de l'éthique donc et des règles. C'est peut-être une bonne idée en fait. Mais moi j'adore Black Mirror. Hein. Mais Jérôme, on est loin Comme il y en a de eu sur d'autres la choses, réalité. le nucléaire, c'est pareil. Il y a une éthique du nucléaire finalement. On a réussi à réguler ça et c'est ça qui fait peut-être qu'on vit aujourd'hui en paix. Alors avec la globalement, différence près que le c'est- nucléaire, c'est pas accessible à n'importe qui. Alors que l'intelligence artificielle, si j'entends ce que vous dites, ça va l'être à terme. Donc, quand quelqu'un est bienveillant, de bienveillant et derrière son ordinateur, et puis je fais du machine learning, ça va. Mais le jour où c'est, j'en sais rien, hein, en tout cas, c'est ce qu'on entend dans les débats en permanence. Le jour où il y a des gens malveillants qui ont accès à l'IA, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que Julie pourra reprendre quelle est l'éthique qu'ils ont mis dans leur chatbot, mais quelque part, c'est nous qui créons ces outils-là. Donc, Mais vous êtes bienveillant. en tous les cas, priori. moi je pense que la question de l'éthique est très compliquée parce que d'abord on a des approches d'éthique différentes entre les continents. Les Chinois n'ont pas une même éthique que les Européens, que les Américains, et les Européens entre eux se discutent sur le sujet. Moi je préférais prendre plutôt la question de la criticité de ce qu'on fait faire à la machine et quelque part à ces algorithmes. Quand vous dites criticité, qu'on comprenne bien. Par exemple, si moi j'ai des recommandations sur des plateformes, le fait qu'on me pousse sur une information qui me fasse acheter quelque chose à 15 €, c'est moins critique qu'un diagnostic médical erroné. C'est moins critique que en fait un véhicule autonome qui prend une décision à ma place et qui finalement va me tuer ou tuer le passager qui est avec moi. Donc il y a, je pense, dans la manière dont on appréhende l'IA et ce qu'on en fait, une criticité dans les décisions que l'IA peut nous apporter ou nous aider à prendre. Et donc nécessairement, moi je préfère plus. Enfin, l'éthique est un sujet important, mais on voit qu'il y a des débats au niveau international et on aura du mal dans ces approches-là à mettre tout le monde à niveau. Par contre, la criticité de ce qu'on fait avec l'IA est importante. Vraiment, quand on fait de la radiologie ou quand on regarde des problématiques autour du cancer et autres, le fait de se planter, donc ça ramène sur les taux d'erreur, parce qu'avec du machine learning, il y a des taux d'erreur, c'est quelle est l'acceptabilité en fait, des taux d'erreur qu'on a. Et il y a des endroits dans lesquels le taux d'erreur est égal à 0, parce que ça intente à la vie ou à l'intégrité physique des personnes. Et là, on peut se poser la question et de se dire finalement, eh ben là, la prise de décision à un moment donné, on ne peut pas la laisser à la machine. On a des sujets comme ça dans la banque où il y a des endroits dans lesquels c'est un être humain qui de toute façon prend la décision. Donc on peut contourner ces difficultés autour des débats d'éthique. Je ne dis pas qu'il faut contourner l'éthique, mais je pense qu'on aura du mal à stabiliser. Par contre, la question, c'est vraiment, quand on met un chatbot en place et autres, quelle est la criticité en fait de ce que fait et à qui ça s'adresse, au plus grand nombre ou pas? Est-ce que ça intente à notre vie? Est-ce que ça touche l'intégrité de l'être humain? Et ça, c'est vraiment une question de base. Le nucléaire ou toutes les technologies, en fait, à la base, elles ont été créées par l'être humain. Il y a des endroits dans lesquels on a trouvé des bénéfices positifs et il y a des endroits dans lesquels on a trouvé des bénéfices négatifs. Julie, peut-être un mot sur... donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous avez un chatbot pour les usagers de l'Acusa. Est-ce que demain, vous pourriez aller plus loin en termes d'IA? Eh ben, nous, on souhaite le développer après sur le site internet pour accompagner encore plus le client. Ça permet aussi de désengorger les hôtesses d'accueil. Les gens auront leurs réponses plus facilement et n'ont pas forcément besoin de faire appel à ces personnes. Après, ça pose la question aussi du contact humain, de la relation qu'on peut avoir avec le client. Et moi, je pense que c'est là où le chatbot peut avoir ses limites. C'est que par moment, le chatbot, il n'arrive pas à répondre au client. Donc, Jérôme nous a mis... Et puis le client aime bien avoir une interaction Exactement. humaine. Finalement, en fait, c'est ça que le client recherche par moment. Donc, on a une fonctionnalité qui nous permet de reprendre la main sur la conversation pour vraiment apporter cette touche, ce contact avec le client. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'intelligence artificielle? Pierre? Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais comme tu m'as fait un peu de promo sur mon bouquin, en fait, moi, je me suis aperçu que j'avais écrit un livre politique. C'est-à-dire que finalement, l'intelligence artificielle nous amène à réfléchir sur la société. Et on voit vraiment que c'est des choix de société qui sont en train de se décider. Donc c'est un sujet et c'est très important de faire ce type de débat et d'avoir des expériences concrètes, des startups, des gens qui sont dans le métier pour qu'on puisse finalement se saisir de ces questions-là parce que c'est vraiment des choix de société. On touche au plus profond de l'être humain, sa capacité de libre arbitre et de décision. Donc maintenant, au boulot.
Merci infiniment à tous les 4. Merci d'avoir répondu à mes questions. Restez connectés, on se retrouve dans 10 minutes pour parler de start-up et grands groupes. What the future?